Bon, alors, du coup, quelles sont les classes les plus usuelles en complexité? Donc, on a introduit P, on a introduit NP. Je viens de parler de l'espace polynomial. Mais en fait, l'espace polynomial est énorme, on va le voir. Donc, c'est plus pertinent de regarder des sous-classes, et en particulier l'espace logarithmique, ou l'espace non déterministe logarithme. Alors, qu'est-ce qu'on sait dire? Quelles sont les relations entre les classes en espace et les classes en temps? Bien, c'est ce que je vais faire ici dans quelques transparents avec différentes relations entre nos classes pour arriver en fait à vous dessiner un paysage de la complexité, de la théorie de la complexité. Alors déjà, des choses assez faciles. L'espace F est inclus dans l'espace non déterministe F. Le temps F est inclus dans l'espace F. Pourquoi? Ben, la première inclusion, donc space de F est inclus dans NP space, ça vient du fait que, par définition, un algorithme déterministe, c'est aussi un algorithme non déterministe particulier. Pourquoi est-ce que le temps f de n est inclus dans space de f de n? Parce qu'à chaque étape, une machine de Turing ne peut pas se déplacer plus que d'une case à droite et à gauche. Donc en un temps f de n, elle ne va jamais se déplacer plus que f de n cases vers la droite. Donc on n'aura jamais écrit plus que f de, ou modifié plus que f de n cases du second ruban. Du coup, la première inclusion me permet de dire que pspace est inclus dans npspace. Et ma deuxième inclusion, que p est inclus dans pspace. Le temps polynomial est inclus dans l'espace polynomial. Donc maintenant, si on cherche à comparer le temps non déterministe par rapport au temps déterministe, eh bien, on se rend compte que si j'ai quelque chose que je sais résoudre en temps non déterministe f de n, je peux le faire en temps déterministe c puissance f de n pour une certaine constante c. Ok, et donc on obtient l'inclusion qui est écrite ici. Alors pourquoi cette inclusion? Ben, si je prends un langage qui est reconnu en temps non déterministe f de n, bon, par définition, ou exactement pour les mêmes raisons que le temps non déterministe polynomial correspond à un vérificateur de polynomial, ça veut dire qu'il existe un problème A, tel que pour savoir si un mot W de longueur n est dans L, il suffit de savoir s'il y a un certificat U, tel que le couple WU est dans A, avec le dernier test, donc WU dans A, pouvant se faire en un temps grand O de f de n, où n, c'est la longueur du mot W. Donc, U, si vous voulez, ça code la liste des choix non déterministes qui est fait par la machine. Si vous prenez comme définition n time de f de n comme ce qui est reconnu par une machine de Turing non déterministe en temps f de n. Si on définit la classe en termes de vérificateur, ben c'est par définition. Bon, mais la remarque, c'est qu'on peut se limiter au mot de longueur grand O de f de n. Parce que de toute façon, un algorithme qui fonctionnerait en temps f de n, il ne va jamais lire plus que f de n symbole de u. Et l'algorithme brutal qui consiste à tester tous les u possibles, ça va fonctionner en un temps qui est énuméré tous les u possibles, il y en a c puissance f de n, et pour chacun utiliser l'algorithme de complexité f de n. Ça fait grand O de c puissance f de n plus grand O de f de n, ça fait grand O de c puissance f de n. Autrement dit, cette inclusion, c'est simplement de dire que si j'ai un algorithme non déterministe et que je le simule de façon brutale, j'obtiens une complexité qui explose, c'est exponentiel, c'est c puissance f de n, mais j'ai cette inclusion-là, c'est ce que je viens d'écrire, je peux toujours le simuler de façon brutale en explorant toutes les possibilités. Si vous avez bien compris ce cours, vous pourriez me faire remarquer qu'il y a quand même un problème si ma fonction f est pas une fonction usuelle. Parce que je dis qu'il faut écrire tous les mots u de longueur f de n. Ça veut dire que f n'est pas n'importe quoi. En particulier, si f n'est pas calculable, je suis bien incapable d'écrire un mot u de longueur f de n. Donc il faut que ma fonction soit pas trop méchante.
C'est pour ça qu'il faut se limiter aux fonctions pour lesquelles c'est possible. C'est ce qu'on appelle les fonctions de complexité propre. Je ne vais même pas lire ce qui est écrit ici, mais si j'ai ces hypothèses-là, alors je peux le faire. Donc une fonction de complexité propre, c'est une fonction croissante au sens large qui vérifie des propriétés qui sont là, qui font que ce genre d'algorithme, ce genre d'étape ne pose pas de problème. Et en réalité, dans tout ce qui suit, je vais faire cette hypothèse de façon implicite et ne pas le préciser à chaque fois quand je parlerai de fonctions dans mes différentes classes de complexité. Je fais l'hypothèse implicite qu'elles sont de complexité propre. Étant donné que de toute façon, en général, on s'intéresse à log n, n carré, n log n, factoriel n, toutes les fonctions usuelles vérifient ces propriétés. Elles sont calculables, pas seulement, elles sont aussi avec ces propriétés-là. Ok, alors si on cherche à comparer le temps non déterministe à l'espace, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, que le temps non déterministe f de n est inclus dans l'espace déterministe f de n. Du coup, je sais que NP, et c'est que NP est inclus dans PSpace. Pourquoi? Ben en fait, c'est exactement le même principe que dans la preuve précédente, si ce n'est qu'on ne va pas mesurer le temps, mais l'espace. Si je fais l'algorithme brutal qui consiste à tester tous les U, quel est l'espace dont j'ai besoin? En fait, ce qui est clair, c'est que contrairement au temps, l'espace peut se réutiliser. C'est-à-dire que tester tous les U, typiquement, je vais le faire en générant tous les U, mais je vais faire ça sur des cases qui sont... J'en ai besoin de f de n et en réutilisant ces cases. Donc l'espace dont je vais avoir besoin, ça va être de grand O de f de n, plus ce qu'il me faut pour faire la simulation, le test de WU est dans A. Et donc l'espace au total, c'est grand O de f de n. Donc c'est vraiment le même algorithme qui me donne cette relation-là. Sauf que là, on parle d'espace. Maintenant, si on cherche à comparer l'espace non déterministe au temps, on va le faire en utilisant un problème assez fondamental, le problème Rich, le problème d'accessibilité dans les graphes. On se donne un graphe orienté, c'est important, puisque la complexité ne serait pas la même sinon, G. Donc il a des sommets V, des arêtes E, et on a deux sommets U et V particuliers. On veut savoir s'il y a un chemin entre U et V dans G. Donc si on peut aller de U à V dans ce graphe G. Ce problème joue un rôle très important en complexité. Pourquoi? Parce que savoir si une machine de Turing accepte un mot donné, c'est essentiellement un problème de graphe concernant son graphe des configurations. Donc le graphe des configurations, c'est un graphe dont le sommet, c'est les configurations d'une machine de Turing, M, et tel qu'il y a une arête entre la configuration C et la configuration C', si la configuration C' s'obtient à partir de C en une étape. Donc, étant donné une entrée W, comme je l'ai fait jusque-là, je note comme ça la configuration initiale correspondante. Donc celle où il y a W sur le ruban, je suis dans l'état initial et la tête de lecture est en face de la première lettre de W. Et je peux supposer dans ce graphe des configurations qu'il y a une unique configuration terminale acceptante. Par exemple, en ajoutant à ma machine de Turing des étapes qui font que quand elle accepte, elle se met à effacer son ruban et à rentrer dans un nouvel état d'acceptation. De telle sorte que la configuration terminale acceptante, il n'y en a qu'une, c'est celle où je suis dans l'état d'acceptation avec le ruban vide. Ce graphe des configurations, c'est un graphe qui est possiblement de taille énorme. Mais si je code seulement la partie utile du graphe sur une entrée de taille n, j'ai pas besoin de considérer plus que de l'ordre de f de n cases du ruban, parce que de toute façon les autres c'est que des blancs. Donc ce graphe est énorme, mais si je cherche à comprendre sa taille, ça reste quand même exponentiel en f de n. C'est de l'ordre de c puissance f de n, où c, c'est essentiellement le cardinal de l'alphabet de travail de la machine de Turing. Et ce qui se passe, c'est qu'un mot est accepté si et seulement si, mais il y a un chemin qui va de la configuration initiale à la configuration acceptante dans ce graphe. Autrement dit, savoir si un mot est accepté, c'est essentiellement un problème d'accessibilité dans un graphe. Et donc, ce qu'on va faire, c'est écrire tout ce que l'on sait sur ce problème Rich et sa complexité.
Alors, si je cherche à le résoudre, si vous cherchez à le programmer, c'est clair que vous savez, j'espère, le programmer et que vous allez le faire en un algorithme qui va fonctionner en un temps qui sera au pire n au carré. Donc par exemple un parcours en profondeur. Ça veut dire que je pars de U, je regarde ses voisins, les voisins de ses voisins, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de sommet que je n'ai plus exploré. Si jamais V est dans cette liste, c'est qu'il y a un chemin entre U et V. Sinon, c'est que V n'est pas accessible. Donc si j'utilise cet algorithme, je déduis que ce que je peux faire en espace f de n, non déterministe, je peux le faire en un temps exponentiel en c puissance f de n. Maintenant, si je cherche à comparer l'espace non déterministe à l'espace déterministe, je vais utiliser la même astuce et chercher maintenant à résoudre mon problème Ritz, mais au lieu de chercher à minimiser le temps, je vais chercher à minimiser l'espace. Alors, chercher à minimiser l'espace mémoire utilisé par un algorithme, c'est une programmation qui est un peu moins naturelle et auquel vous êtes moins habitué, mais souvent, la solution, elle passe par des algorithmes récursifs, parce que c'est ça qui utilise le moins de mémoire. Et là, en l'occurrence, comment est-ce qu'on peut faire? J'ai un graphe en entrée, je vais écrire une relation que j'appelle chemin de x, y, i, qui teste s'il y a un chemin de longueur plus petite que 2 puissance i entre x et y. Pourquoi? Parce que savoir s'il y a un chemin entre i et v dans G, c'est la même chose que de savoir si j'ai ma relation chemin de uv log n, où n est le nombre de sommets. Pourquoi? Parce que s'il y a un chemin entre u et v, il y en a un qui ne passe jamais deux fois par les mêmes sommets, quitte à éviter les cycles. Donc, clairement, j'ai ça. Et toute l'astuce, c'est que ça peut se calculer de façon récursive. J'ai chemin de x, y, i, si et seulement si il y a un sommet z, tel que chemin de x, z, i-1 et chemin de z, y, i-1. Pourquoi? Parce que s'il y a un chemin entre x et y de longueur plus petite que 2 puissance i, je peux prendre le sommet auquel je suis à la moitié de la longueur de ce chemin. C'est un certain chemin z, et ce chemin z, il y aura un chemin de x vers z, du coup, je le sais, de longueur plus petite que 2 puissance i-1, et un chemin de z vers y de longueur plus petite que 2 puissance i-1. Et clairement, réciproquement, si j'ai cette chose-là, si j'ai un chemin de x vers z et un chemin de z vers y, c'est qu'il y a un chemin de longueur x vers y, de longueur plus petite que la somme de 2 puissance i-1 et de 2 puissance i-1, c'est-à-dire 2 puissance i. Bref, j'ai cette propriété récursive. Mais le grand intérêt de cette propriété, c'est que ça me donne un algorithme récursif pour résoudre mon problème. Et maintenant, quel est l'espace mémoire que va utiliser cet algorithme? Chaque fonction chemin de xy a essentiellement besoin de stocker x, y et i. Ça me fait, pour chaque sommet, donc x, y et i, de l'ordre de log puissance n bits. Ça suffit que je le code en binaire. Donc 3 fois log n, ça reste un grand taux de log n. Maintenant, chaque fonction chemin va s'appeler récursivement. La profondeur, la récurrence, va être de profondeur log n. On ne va pas empiler plus que log n appel récursif. Donc l'espace mémoire qu'on utilise, c'est grand taux de log n fois le nombre d'appels, la profondeur de la récurrence, multiplié par l'espace utilisé par chaque niveau de récurrence, c'est-à-dire grand taux de log n au carré. Et donc, j'obtiens ce résultat-là. Et surtout, ça me permet de prouver ce qui s'appelle le théorème de Savich, qui dit que si j'ai une fonction, un problème qui se résout en espace f de n, non déterministe, je peux le résoudre avec un espace déterministe qui est quadratique. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser l'algorithme précédent pour déterminer s'il y a un chemin dans le graphe des configurations entre la configuration initiale et la configuration finale. Ça va fonctionner en un espace qui sera le logarithme au carré de la taille du graphe.
La taille du graphe étant c puissance f de n, si je prends son logarithme, ça va faire f de n au carré. Et donc c'est pour ça qu'on a cette relation. Alors évidemment, c'est en utilisant l'algorithme précédent sans être, j'ai envie de dire, idiot. Pas en commençant à construire le graphe g de m, puis appliquant l'algorithme. Parce que si je construis et que j'écris le graphe de g de m, ça nécessite un espace exponentiel. Donc on utilise vraiment l'algorithme précédent à la volée, chaque fois, pour savoir s'il y a une arête entre x et y. Eh bien, je regarde simplement si les configurations x et la configuration y sont telles que y s'obtient à partir de x en une étape, et pas en ayant construit d'abord le graphe de toutes les configurations possibles et de toutes les arêtes possibles et en travaillant sur ce graphe. Bon, bref, en fait, cette remarque, c'est simplement que si vous le programmez de façon pas complètement idiote, vous avez effectivement le résultat, et si on le faisait de façon idiote, on aurait un problème. Conséquence, l'espace polynomial et l'espace non déterministe polynomial, c'est la même classe. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'avais pas introduit dans les classes usuelles. Pourquoi? Puisque je viens de dire que ce que je fais en... Bon, j'ai déjà l'inclusion, mais ce que je sais faire en un espace non déterministe n puissance k, ça se fait en un espace n puissance k au carré, qui reste un polynôme. Les carrés des polynômes sont des polynômes, et donc nous avons cette relation. Alors on peut résumer le paysage de la complexité, de tout ce qu'on a dit jusque-là, par le fait qu'on sait qu'il y a donc l'espace logarithmique non déterministe, la classe P, la classe NP, la classe PSpace, la classe extime. Je sais, je l'ai dit, que P n'était pas extime. Donc ces deux classes P et extime sont différents. C'était mon théorème de hiérarchie. En temps, on peut prouver un théorème de hiérarchie en espace que vous trouverez dans le polycopier, qui est plus facile à prouver en fait que celui en temps, qui prouve que ce que l'on fait en espace non déterministe logarithmique, c'est pas la même chose que ce qui est fait en espace polynomial. Donc je sais que ces deux classes, c'est pas les mêmes. Mais pour toutes les autres inclusions, on ne sait pas lesquelles sont strictes. Autrement dit, je ne sais pas si P égale NP, je l'ai déjà dit. Je sais que cette classe-là, ce n'est pas cette classe-là, mais toutes les relations d'égalité qui restent compatibles avec ces deux choses sont possibles. Donc par exemple, je pourrais très bien, a priori, avoir n log space égale P égale NP, mais qu'est-ce qu'il fait de PSpace, ou toute autre combinaison. On ne sait pas le prouver. C'est le paysage en 2020 sur ces questions. Bon, ce qu'on conjecture en général, c'est que toutes ces classes sont distinctes, même si on n'arrive pas à le prouver.